Monsieur Marc. Ouais, qu'est-ce que tu veux? Delru vient de téléphoner, il a grillé le moulin de son 10 tonnes. Il demande si on pourra le faire pour le début de la semaine. Ah, et pourquoi pas pour demain matin, pendant qu'il y est? C'est ce que je lui ai dit, seulement il est drôlement coincé. Tu te charges de le faire avec moi samedi et dimanche? Si on peut pas faire autrement, oui, mais ça va encore faire du tintouin avec ma bourgeoise. Bon, ben je lui téléphonerai. J'essaierai d'arranger ça. D'accord. Tiens, te voilà, toi? Salut Marc. Dis donc. T'as 5 minutes? Ah oui, mais pas beaucoup plus, hein. Faut que je déniche les garnitures de frein pour ce quart suédois, et je te jure que ça court pas les rues. Ça va, toi? Oui et non. Ouais, je vois. Monsieur est encore à sec, je suppose. Oui et non. Oh, dis, tu m'embêtes, hein. Je t'ai dit que j'étais pressé. Alors? Ben voilà. C'est pas tellement que je sois à sec, mais le fait est que j'ai besoin d'argent. Ah, m'en étonné. Marc. Je voudrais que nous organisions un dernier voyage. Quoi? Attends. Laisse-moi t'expliquer. Ah, pas la peine, hein, je marche pas. C'est fini. Et nini, fini. J'ai passé la commande, Marc. On plaisante pas, tu veux? T'aurais quand même pas fait ça sans me prévenir, hein? Ouais, j'aurais pas dû, je sais. Je pouvais pas faire autrement. Les pièces seront dans un châssis à ramener non carrossé. Enlèvement à Zurich le 15 ou le 16. Paiement à Neuchâtel ou à Genève. Ah, bon Dieu. Le jour où je me suis associé avec toi, j'aurais mieux fait de me casser une patte, moi. Mais qu'est-ce que t'as dans le crâne, bon sang? Le Brésil. Le Brésil? J'ai décidé de m'y installer. Je partirai sitôt la marchandise livrée et payée. Non mais t'es tombé sur la tête ou quoi? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Disons une histoire d'amour, si tu veux. Une histoire d'amour? Tu veux t'installer au Brésil avec une histoire d'amour? Ouais. Tu la connais d'ailleurs. Liliane. Bah, et ta femme? Justement. Quoi, justement? Ah, non. Je peux plus vivre avec elle. Je suis probablement un salaud, je sais que tout est de ma faute, mais je peux plus la supporter. Tu vas tout de même pas me dire que tu la trouves gênante, non? Oh non, ça, non. Ah non. C'est justement cette douceur, cette docilité que je peux plus supporter. Je la battrais et qu'elle me remercierait. Mais qu'est-ce qui prend les virages à 150 à l'heure? Oui, Dis, c'est elle ou c'est toi? Je sais. Je viens de te dire que tout était de ma faute. Bon. Ce que tu peux en penser, je me suis dit bien avant toi. Seulement, ça n'arrange rien. Et qu'est-ce qu'elle deviendra, si tu la laisses? Oh, sa mère s'occupera d'elle. Et bien mieux que je ne le fais moi-même, finalement. Et quand ça ne méritera plus? Écoute, tu perds ton temps, tu me feras pas changer d'avis. Après l'accident, quand j'ai su que Martine serait plus tout à fait elle-même, je m'étais promis de jamais la quitter. C'est vrai. Malheureusement, je m'aperçois que c'est pas possible. Si je me forçais, si j'essayais de ne penser qu'à elle, je finirais par la détester. Alors, laissons ça, hein. Puis parlons de ce dernier voyage. Il y a 50 millions à ramasser. Tu me les laisses et tu prends le garage. Marc, dans 15 jours, bonhomme, tu seras enfin seul patron. À moins que je ne sois en tôle et complètement ruiné. Ouais. Comment ça, tu t'en fous? T'y penses même pas. Notre combine est increvable. Tu le sais très bien. Je sais que nous avons eu beaucoup de chance à 2 reprises, c'est tout. Ça nous a permis d'acheter le garage, et il était convenu que nous en resterions là. Écoute, Marc. Écoute, je sais que dans une affaire comme celle-ci, je suis un boulet. Non. Attends, laisse-moi parler. Hein. Je suis un boulet. Parce que j'ai pour la bosse du travail, moi, et puis qu'il n'y a que les bénéfices qui m'intéressent. Moi, toi, par contre, quand tu seras seul, ou si tu t'associes à un type dans ton genre, t'iras loin. Et je trouve que ça vaut la peine de prendre un risque. Oui, ben moi pas, justement. Hein? J'aimerais mieux m'endetter et trimer jour et nuit que de prendre ce risque-là. Bon, tu trimeras plus tard, quand tu seras débarrassé de moi. Hein? Tiens, rien qu'avec le salaire que tu n'auras plus à me verser, tu pourras déjà payer quelques traites. Ouais. Alors? Alors c'est bon. Va pour un dernier voyage. Mais c'est bien pour être débarrassé de toi, je te le jure.
Jeanne. Ça y est. Hein? Ça n'a pas été tout seul, mais j'ai réussi à le décider. Non. Dans 15 jours exactement, direction Rio. Oh, ah, bravo. Seulement, n'oublie pas ce que tu m'as promis. Ce que je t'ai promis. Oh, fais pas l'innocent, je t'en prie. Je veux savoir ce que c'est que cette affaire en or. Qu'est-ce que ça peut te faire à la fin? Le principal, c'est que nous ayons de quoi partir. Des affaires en or qui ne comportent aucun risque, j'en ai jamais vu. Je veux donc savoir à quoi je m'expose et si le jeu en vaut la chandelle. Bon, il n'y a pas le moindre risque, je te jure. Fais-moi confiance, voyons. Oh. Mais c'est pas une question de confiance, mais de curiosité, mon chéri. Reconnais qu'il y a de quoi, d'ailleurs. Gagner 50 millions sans risque en 48 heures, on voit pas ça tous les jours. 500 000 francs, chérie. 500 000. Oui, ben, moi, je préfère les vieux francs. C'est plus impressionnant. Alors, de quoi s'agit-il? De diamants industriels que nous ramenons de Suisse. Marchandises peu encombrantes et qui laissent du 100% net. Je te passe le détail, mais je te jure que c'est du cousu main. C'est avec ça que vous avez acheté le garage? Avec ça, oui. Les 2 voyages nous ont suffi. C'est assez joli, je dis pas. Enfin, c'est tout de même très loin d'être sans risque. Et la frontière? C'est à cause d'elle que je me suis associé avec Marc. Dans un semi-remorque. Les cachettes ne manquent pas. Et avec un vrai routier au volant, ça passe comme une lettre à la poste. Et il a accepté tout de suite? Oh, penses-tu? Elle a dû le travailler pendant 6 mois. Et sans son amour des moteurs et du cambouis, il y serait sans doute encore. Enfin, à la fin, pourtant, ça a été plus fort que lui. C'était son unique chance d'avoir un jour le garage de ses rêves. Il n'a pas pu se résoudre à le laisser passer, quoi. Alors, on a organisé le premier voyage. Tout a très bien marché. 2 mois plus tard, on recommençait avec notre capital. À nous. Le seul ennui, c'est que cet idiot n'a rien voulu savoir pour continuer. Monsieur ne voulait pas lasser sa chance, comme il dit. Il avait peut-être pas tort. Quoi que tu en dises, c'est tout de même pas sans Non, risque. mais attends. Ne mélangeons pas tout, tu veux? Je viens de te raconter nos 2 premiers voyages. Mais celui que je prépare est passablement différent. C'est-à-dire? Tout notre argent étant investi, tu penses bien que nous n'avons pas le liquide nécessaire pour payer la marchandise. Marc va donc emprunter et hypothéquer le garage. Ce qui est d'ailleurs indispensable pour qu'il puisse me racheter ouvertement mes parts. Ouais. Il va réunir ainsi 50 millions qui permettra pour effectuer le paiement. En principe, une fois l'affaire faite et la somme doublée, je lui rembourse 25 millions, je garde le reste, et il devient seul propriétaire du garage. Bon, ça fait donc 75 millions pour moi. Mais avec un certain risque, évidemment. L'affaire a beau être parfaitement au point, les diamants, faut quand même les passer. Je te le fais pas dire. Mais attends. Il y a donc un risque si nous voulons emporter 75 millions. Mais il n'y en a plus du tout si nous nous contentons de 50. Je comprends pas. C'est pourtant simple. Si nous nous contentons de 50 millions, mon chéri, nous n'avons pas besoin de les jouer. Marc va me les remettre en bel argent bien frais. Et nous n'aurons plus qu'à sauter dans l'avion. C'est toi, chérie? Qui veux-tu que ce soit? Oui, tu as raison, pardonne-moi. Je pose toujours des questions stupides. Jacques, tu es fâché? Mais non. Pourquoi veux-tu que je sois fâché? Je sais pas, on dirait. Je suis préoccupé. Un point, c'est tout. Je suis en train de préparer une affaire très importante. Ah? Ouais. Oui, j'allais d'ailleurs t'en parler parce qu'il va falloir que tu me laisses pendant 2 jours. Que je te laisse? Oui, j'ai besoin d'appartements pour recevoir des clients et enlever définitivement l'affaire. Comme nous n'aurons pas de temps à perdre, je préfère que tu ailles passer 2 jours chez ta mère. Est-ce que je suis tellement encombrante? Non. Je sais très bien. Non. Fais-moi plaisir, ne discute pas, tu veux. Tu partiras jeudi et vendredi de la semaine prochaine, et je viendrai te rejoindre le samedi. Ta mère sera ravie de t'avoir un peu. Bien. Dis-moi, mon chéri. Oui, quoi encore? Non, ne te fâche pas, je t'en prie. Je voudrais te demander quelque chose.
Eh ben, demande. Je voudrais que tu me promettes de pas amener une femme ici. Non, attends. Je sais bien que... Enfin, je comprends beaucoup de choses et je ne te dis jamais rien lorsque tu ne rentres pas, mais... Ici, c'est chez nous, tu comprends? Mais oui, Martine, bien sûr, c'est chez nous. Aucune femme ne viendra ici pendant ton absence, rassure-toi. Tu es gentil, mon chéri. Je suis très heureuse de t'avoir. Qui est là? C'est moi, Jacques. Ah, tout de même. Ah, j'étais retardé, mais tout va bien. Alors, T'inquiète pas. tu as l'argent? Dans la serviette. En beau billet tout neuf. Tu veux les voir? Non, pas la peine. J'aimerais mieux que tu me dises comment tu comptes les passer à la douane. T'inquiète pas pour ça, j'ai l'habitude. Seulement, je vais être obligé d'arriver à la dernière minute. Il va falloir que tu passes les formalités sans moi. Oui. Tes bagages sont prêts? Non, pas tout à fait, non. J'arrive pas à me décider. Peut te décider. Oui, sur ce que j'emporte, sur ce que j'abandonne. C'est fou le nombre de choses auxquelles on peut tenir. Quand on repart à zéro, faut savoir sacrifier. Tâche de pas trop t'encombrer. Hein? Ton billet. Paris-Orly, Rio de Janeiro. Oh. Ah, ça me fait quelque chose, tu sais. De quitter Paris ou de découvrir Rio? Oh. Les deux. Oui, bon, je comprends, seulement c'est pas le moment de s'attendrir. L'avion part à 10h, faut que tu sois à Orly à 9. Quant à moi, mes valises sont loin d'être prêtes. Oui, ta femme est partie? Ah, ce matin, oui. Corbin doit être déjà à la gare. C'est égal, on peut pas dire qu'il soit méfiant. Te laisser ainsi avec toute votre fortune. Oui, oh, rassure-toi, il est quand même pas complètement fou. Avant de me remettre l'argent, il a bien pris soin de me faire signer tous les papiers qui le rendent seul propriétaire du garage. Bon. Qu'est-ce qui va se passer demain matin? Pas grand-chose. Quand il saura que je n'ai pas passé de commande et qu'il n'y a ni camion ni diamant à enlever, il va comprendre et rappliquer ici en vitesse. S'il se lance à notre recherche. Dès que nous serons brisés, nous changerons définitivement d'identité, j'ai fait le nécessaire. D'ailleurs, il n'aura pas le temps de nous poursuivre. S'il tient à garder le garage et à sauver les meubles, il aura du pain sur la planche. Je suis navrée, mademoiselle, mais nous allons disposer de la place de Monsieur Méret. Si vous ne voulez pas partir seul, il vous faut également rendre la vôtre. Je vous assure qu'il doit être en route. Il m'avait prévenu qu'il serait peut-être un peu en retard. Les voyageurs qui prendront vos places doivent encore effectuer leurs formalités. Et l'avion part dans 15 minutes, mademoiselle. Je suis sincèrement navrée, mais nous avons déjà attendu au-delà de ce que prévoit le règlement. Oui, je sais, mademoiselle, je vous en remercie. Alors, dans ce cas, vous pouvez disposer de ma place. Tiens, qu'est-ce... Y a quelqu'un? Jacques? Jacques? Tu es là? Jacques? Concierge, s'il vous plaît! Eh ben, qu'est-ce qui se passe? Vous avez le téléphone? Non, mais il y a une cabine dans le couloir. Bon, alors appelez la police et conduisez-les chez Monsieur Méret. Il a été assassiné. Hein, qu'est-ce que vous dites? Dites-leur aussi que je suis l'associé de Méret et que je serai de retour dans une heure. Mais où est-ce que vous allez? Et puis, comment êtes-vous entré là-haut? Les clés sont sur la porte. Téléphonez, ne vous occupez pas du reste, j'en viens.
Mais c'est complètement idiot et je ne comprends rien à votre raisonnement, monsieur Corbin. Pourquoi l'aurais-je tué? Bon, Méret n'était pas un type très intéressant. Avoir l'argent sans être embarrassé par l'homme, c'était forcément tentant. Je ne l'ai pas tué, je n'ai pas l'argent. En quittant Orly, j'ai pris un taxi et je suis allée tout droit chez lui. Les clés étaient sur la porte, je suis entrée, je l'ai vu et je me suis enfuie aussitôt. Disons, presque aussitôt. Après avoir trouvé et emporté la serviette. Non! Alors pourquoi n'avez-vous pas prévenu la police? Oh, mais parce que je me suis affolée, parce que j'ai eu peur. C'est très joli d'être innocente, mais ça suffit pas toujours. Faut pouvoir le prouver. Ah, je ne vous le fais pas dire. Lorsque les policiers sauront que vous avez découvert le corps et que vous n'avez rien dit, ils ne vous lâcheront pas facilement. Ah, parce que vous avez l'intention de leur en parler? Oh, ce ne sera pas nécessaire. Il y avait sur l'une des valises de Jacques quelque chose qui va vous trahir et que vous auriez dû emporter. Quoi donc? Son billet d'avion. Les policiers ne seront pas longs à savoir qu'il avait loué 2 places et ils auront votre nom par Air France. Oh, mon Dieu, c'est vrai. J'y ai pas pensé. Eh ben, moi, si. Et c'est pourquoi j'ai ramassé le billet. Malheureusement, ça risque fort de n'être qu'un sursis. Si la presse parle de tout ça, les préposés d'Orly se souviendront forcément de votre place rendue. Mais pourquoi l'avez-vous ramassé, ce billet, monsieur Corbin? Pourquoi m'aidez-vous? Parce que nous sommes sur le même bateau, et que j'ai pas envie de le voir couler. Que Méret ait été tué par vous ou par quelqu'un d'autre, ça ne me touche pas outre mesure. C'était une belle petite ordure, et il n'a eu que ce qu'il méritait. Seulement sur ces 50 millions que je lui avais confiés, 25 devaient me revenir, que je ne peux pas me permettre de passer par profits et pertes. Si je ne les récupère pas, je ne tiendrai pas le coup et j'en serai réduit à reprendre le volant jusqu'à la limite d'âge, hein? Alors? Alors quoi? Cette serviette. Mais je ne l'ai pas. Dommage. J'aurais pu vous faire une proposition intéressante. Laquelle? Oh, peu importe. Si vous l'avez et si vous changez d'avis, nous en reparlerons. Pour l'instant, et quoi qu'il en soit, il nous faut accorder nos violons pour répondre à la police. À quel propos? À propos du nombre de ces millions, précisément. Ils ont beau avoir disparu, je vais être obligé d'en parler. Pourquoi? Pourquoi? Parce que j'ai racheté à Jacques ses parts du garage, et que je l'ai payé en espèces hier après-midi. C'est une opération qui n'a rien de clandestin et que je serais bien obligé de signaler. Par contre, je ne tiens pas du tout à ce que l'on me demande pourquoi je lui ai remis le double de la somme. Oh, ça pourrait être un dessous de table. Ça se pratique couramment. Ah, merci bien. D'abord, le garage ne vaut pas ça. Et je n'ai pas envie de m'expliquer avec le fisc. Non. Si jamais la police remonte jusqu'à vous et que vous soyez amené à parler de ça, dites simplement que Jacques disposait de 25 millions. À moins que vous n'ayez envie de me voir dans le pétrin, c'est un service que vous pouvez me rendre sans risque. Moi, je n'ai aucune raison de vous souhaiter du mal. C'est d'accord? Oh, je vous remercie. Maintenant, il faut que je retourne là-bas. La police doit être arrivée. Monsieur Corbin. Hein? Oui? Que m'auriez-vous proposé si j'avais eu la serviette? Pour commencer, de remettre à la femme de Jacques la part qui lui revient de droit. Je ne sais pas ce qu'elle va devenir, la pauvre. Mais elle en aura sûrement besoin. Et pour le reste? Puisque vous n'avez pas pris la serviette, c'est sans importance. Pourtant, à tout hasard, je vais quand même vous signaler quelque chose à quoi vous n'avez peut-être pas pensé, mademoiselle Berton. Si jamais vous aviez cet argent, et que la police vienne à le découvrir, vous seriez perdu. Oui, entrez. Hein? Du noir. Alors, cette affaire. Ah, j'ai bien peur qu'elle ne soit pas facile, monsieur le divisionnaire. De votre part, le contraire m'eût étonné. Tout est toujours difficile pour vous. Ça vient sans doute de ce que je suis un homme simple au milieu d'un monde trop compliqué. C'est probable, en effet, oui. Seulement, dans ces cas-là, on se fait plutôt jardinier. Je me demande bien pourquoi vous êtes entré dans la police. Pour faire plaisir à ma pauvre mère, monsieur le divisionnaire. Mon père était gendarme, mais il est mort en service commandé. Sans vouloir vous offenser, je doute que ça vous arrive un jour.
Ah, je n'y tiens pas spécialement, notez bien. D'autant que j'arrive à la retraite dans 15 jours. Ah oui, c'est vrai, j'oubliais. Bon. Alors, justement, je me demande jusqu'à quel point il est souhaitable que vous me chargiez d'une affaire aussi difficile à 2 semaines de mon départ. Vous savez, changer de cheval pendant la course, c'est jamais bien bon. Écoutez-moi bien, Dunois. Je n'ai personne à mettre sur cette affaire à votre place. Et aurais-je quelqu'un que je ne le ferais pas. Allez, maintenant, votre rapport, nous avons suffisamment perdu de temps. Bon. Ainsi que je vous le disais, non, cette affaire ne sera pas facile. Ouais. J'ai trouvé la victime dans un fauteuil, l'air de dormir paisiblement. En réalité, l'homme était mort d'avoir reçu une balle en plein cœur. J'ai retrouvé le revolver à côté de lui, au pied du fauteuil. Dans l'appartement, pas le moindre désordre, si ce n'est quelques vêtements jetés sur le lit, et visiblement destinés à entrer dans 2 valises qui étaient là, à moitié remplies déjà. Apparemment, la victime s'apprêtait à partir. Bon Dieu, cessez de faire des phrases, vous me tuez. Avez-vous eu confirmation de ce projet de départ, oui ou non? Par l'associé de la victime, lequel a découvert le corps, oui. Ouais. Il prétend que Jacques Méret avait décidé d'abandonner sa femme et de s'enfuir avec sa maîtresse. C'est original. Et la femme, que dit-elle? Ah, je l'ai pas encore vue. Je l'attends d'un instant à l'autre. Elle séjournait chez sa mère au bord du Loiret. Et à en croire Corbin, l'associé de Méret, c'est une pauvre jeune femme terriblement à plaindre. Une pauvre jeune femme terriblement à plaindre, voyez-vous ça. Et naturellement, vous sentez déjà une âme de bon samaritain. Écoutez, son mari l'a expédié dans un arbre à 150 km à l'heure. Fracture du crâne, commotion, 6 fractures diverses. On a réduit les fractures, y compris celle du crâne. Mais il reste qu'à l'intérieur, ça ne fonctionne plus tout à fait comme avant. Alors si vous ne trouvez pas qu'il y a de quoi la plaindre, alors dites-moi ce qu'il faut pour vous apitoyer. Bon, c'est pas la peine de vous emballer. Allez, continuez. C'est presque tout. Comme personne n'a pu me dire qui était la maîtresse de la victime, je vais commencer par là. Et après tout, il était peut-être en train de les défaire, ces valises. Comment ça, de les défaire? Un homme décide de s'enfuir avec sa maîtresse. Il éloigne sa femme, prépare ses bagages. Seulement, quand la maîtresse arrive, il a changé d'avis. J'ai réfléchi, je ne peux pas faire ça à ma femme, je ne pars plus, etc. Discussion, grande scène, un revolver qui traîne, et voilà. Le tour est joué. Mais, et que dit-il, ce revolver, puisque vous l'avez retrouvé? Ah, rien encore. Non, je viens tout juste de le déposer au laboratoire. J'ai cependant noté qu'il n'y avait aucune empreinte sur la gâchette, ce qui laisse évidemment supposer un tireur ganté. Alors, si cette arme appartenait effectivement, ainsi que le prétend son associé, à Méret lui-même, cela semblerait exclure la préméditation. Décidément, vous êtes merveilleux. Vous n'avez encore vu personne, vous ne savez pratiquement rien, mais vous décidez déjà qu'il s'agit d'un crime sans préméditation. Et le suicide, d'abord, pourquoi l'avez-vous écarté? Parce que le médecin légiste est formel. La balle a été tirée d'une certaine distance et a pénétré horizontalement. Peut-être du fauteuil qui faisait face à celui de la victime. Un crime dans un fauteuil, hein? Sans cri, sans histoire, et avec une victime consentante, peut-être. Allez, disparaissez du noir et mettez-vous au travail. Si d'ici 24 heures, vous ne m'avez pas retrouvé la maîtresse de ce type, je vous... Oui? Non, rien. Non, ça vous ferait trop plaisir. Je trouverai autre chose. Ah, monsieur Corbin, si vous voulez bien me suivre, mon bureau est par là. Asseyez-vous, je vous en prie. Merci. Et si vous avez envie de fumer, ne vous gênez pas. Non, je vous remercie, mais j'aurais plutôt envie de rentrer chez moi. Oui, bien sûr, moi aussi, figurez-vous. Ah. Malheureusement, votre associé a été assassiné et je suis chargé de découvrir par qui. Je vous ai dit tout ce que je savais. Très sincèrement, ça m'étonnerait. Alors, vous découvrez un meurtre, vous alertez la concierge et vous disparaissez pour ne revenir qu'au bout d'une heure. Alors, qui êtes-vous allé prévenir et de quoi? J'avais un rendez-vous. Je suis allé me décommander, c'est tout. Je veux bien vous croire. Mais pourquoi ne pas me dire avec qui, ce rendez-vous? De même, lorsque je vous demande qui vous avez vu à Zurich, où vous étiez, dites-vous, à l'heure du crime, pourquoi diable me renvoyez-vous au personnel et aux passagers de votre avion? Vous n'êtes tout de même pas allé là-bas pour vous promener au bord du lac, je suppose.
Vous y aviez bien rencontré quelqu'un. Une femme que je ne veux pas compromettre. Ah. Et si je refuse de vous dire son nom, c'est que vous avez bien d'autres moyens pour obtenir confirmation de ce voyage. Parfait. Bon, alors, laissons ça pour l'instant. Est-ce que vous étiez très ami avec Jacques Méret, monsieur Corbin? Ah non. Nous nous sommes rencontrés par hasard il y a 2 ans, alors qu'il venait de gagner assez gros sur un champ de course. Il avait envie de faire un placement sûr. Moi, j'avais envie d'un garage. Et nous nous sommes associés. Vous alliez souvent chez lui? Pas très souvent, non. Pourquoi ce matin, alors? Pardon? Non, je vous demande pourquoi vous êtes allé chez lui ce matin. N'est-ce pas, puisque ça vous était inhabituel, c'est que vous deviez avoir une raison. Oui, évidemment. Je revenais de Suisse. Il était normal que j'aille lui rendre compte. De quoi donc? De vos ébats avec une personne que vous ne voulez pas compromettre? Nous avions une affaire en vue là-bas. Oui, je vois. Une affaire que vous avez examinée, dont vous aviez à rendre compte, mais dont vous ne pouvez pas me parler à moi. C'est bien cela, monsieur Corbin? C'est exactement ça, monsieur le commissaire. Oui, qu'est-ce que c'est? Madame Martine Méret et sa mère, monsieur le commissaire, elles arrivent directement de la gare. Bon, merci. Dites-leur de patienter un peu, je les reçois dans quelques instants. Bien. Oui. Vous les connaissez, naturellement. Je n'ai vu la mère qu'une ou 2 fois, mais Martine venait assez souvent au garage chercher son mari. Lorsqu'il n'y était pas, c'est-à-dire 2 fois sur 3, nous parlions un peu. Comment va-t-elle vivre maintenant? Je suppose qu'elle veut aller chez sa mère. Elle ne peut pas vivre entièrement seule. Malheureusement, la mère n'y sera peut-être pas toujours. Et pour le garage? Elle va devenir votre associée, en somme. C'est-à-dire... Eh non, j'allais justement vous en parler. Oui, Méret avait naturellement besoin d'un capital pour partir. Il m'a vendu ses parts. J'ai hypothéqué le garage pour payer, et je lui ai versé 25 millions. Anciens, bien entendu. Il y a longtemps? Hier après-midi. Tiens. Encore heureux que vous n'ayez pas oublié ce petit détail. Et bien entendu, vous ne savez pas ce qu'est devenu cet argent. Non? Et comment le saurais-je? Bien sûr. Et vous ne connaissez vraiment pas l'identité de sa maîtresse? Non. Décidément, vous n'êtes pas plus curieux que bavard, monsieur Corbin. Non, quand on travaille 15 heures par jour, on n'a guère le temps d'être curieux. Ouais. Est-ce que Méret possédait une voiture? Non, la sienne a été complètement réduite en miettes lors de son accident, il y a un peu plus d'1 an. Depuis, lorsqu'il en avait besoin, il empruntait celle du garage. Donc, pour partir définitivement, il avait dû choisir le train ou l'avion. Sa maîtresse pouvait avoir une voiture. Oui, évidemment. Encore que pour disparaître, ça soit peut-être encombrant. Mais il ne vous a jamais parlé de l'endroit où il comptait s'installer, enfin d'un pays qui l'attirait particulièrement? Non. Eh bien, je vous remercie, monsieur Corbin, ce sera tout pour aujourd'hui. Si j'ai besoin de vous revoir, ce qui est probable, je passerai jusqu'à votre garage. Et quand il vous plaira. Mais réfléchissez tout de même pour Zurich et tâchez de me trouver 1 ou 2 témoins. Si vous ne pouviez pas prouver que vous étiez effectivement là-bas, ça pourrait être très ennuyeux pour vous. Mais puisque je vous dis que j'ai pris l'avion à Cloten, ça doit pas être difficile à contrôler, ça. 2 témoins valent mieux qu'1 et 4 encore bien mieux que 2, croyez-moi. À bientôt, monsieur Corbin. Oui, c'est ça, monsieur, à bientôt. Moreau. Monsieur le commissaire? Demandez au standard de me passer à France le chef du service réservation et faites entrer la jeune femme. Tout de suite, monsieur le commissaire. Alors plutôt non, attendez. Non, je vais aller la chercher moi-même. Bon. Commissaire Dunois, bonsoir mesdames. Je vous demande pardon de vous avoir fait attendre et je vous prie d'accepter mes condoléances. J'espère que on ne vous a pas averti trop brutalement. Non, monsieur le commissaire, non. Les gendarmes ont été très prévenants. Bien. Je vous demanderai de patienter encore un instant, madame Verneuil. Je désire poser tout d'abord quelques questions à madame Méret. Ah? Oui, simple routine, rassurez-vous. Et pour quelques minutes seulement. Si vous voulez bien me suivre, madame Méret. Martine. Oui. Monsieur le commissaire te demande de le suivre, chérie.
Et tâche d'écouter un peu mieux, veux-tu? Tu ne viens pas, toi? Tout à l'heure, chérie, tout à l'heure. Va. Par ici, Madame Méret. Asseyez-vous, je vous en prie. Vous sentez-vous capable de répondre à quelques questions, madame? Oui. Je suis navré d'avoir à vous importuner en ce moment, croyez-moi, mais j'y suis obligé. Quelle importance. De toute façon, on m'a dit que je ne pourrais pas voir mon mari avant 48 heures. C'est exact, en effet. Alors posez vos questions, nous avons tout le temps. Ah, bien. Je vous remercie de votre compréhension, madame Méret. Et bien entendu, vous souhaitez autant que moi, je suppose, que nous retrouvions rapidement le meurtrier de votre mari. Pourquoi faire? Pardon? Je dois maintenant m'habituer à vivre loin de mon mari, c'est tout. Ah. Vous voulez dire que vous refusez de m'aider? Non, je veux bien répondre à vos questions. Si ça peut vous aider, tant mieux pour vous. Bien. Est-ce que vous connaissiez des ennemis à votre mari, madame Méret? Ni amis, ni ennemis, non. Depuis notre accident, il sortait sans moi. Vous voulez dire qu'il vous délaissait? Je dis qu'il sortait sans moi, c'est tout. Est-ce que... Enfin, je vous demande pardon de vous poser cette question, mais elle est très importante. Pensez-vous qu'il avait une maîtresse? Jacques restait souvent absent pendant plusieurs jours. Je ne peux rien vous dire d'autre. Sans prévenir? Il me téléphonait. Est-ce que vous étiez heureuse avec lui? Ça ne vous regarde pas. Pourquoi êtes-vous parti chez votre mère hier matin? Parce que mon mari me l'avait demandé. Il avait du travail. Quel genre de travail? Je ne sais pas. Je voudrais que ma mère vienne maintenant. Oui, une dernière question et je l'appelle. Depuis hier matin et jusqu'au moment où les gendarmes sont venus vous prévenir, vous n'avez pas bougé de chez votre mère, je suppose? Non. Qu'avez-vous fait? J'ai dormi. Les médecins m'ont ordonné de dormir beaucoup. C'est facile d'ailleurs. J'ai tout le temps sommeil. Eh bien, Oui. Ah, merci, passez-le-moi. Allô? Oui, ici, commissaire Dunois, police judiciaire. Bonsoir, monsieur. J'aurais besoin que vous mettiez à ma disposition un employé qui pourra vérifier avec moi toutes les réservations de ces derniers jours, et pour toute destination. Oui, je serai chez vous dans une demi-heure, 3/4 d'heure. Eh oui, je sais, mais c'est très important. Mais moi aussi, je fais des heures supplémentaires. Ah oui, bien. Je vais vous demander de m'attendre ici quelques instants, madame Méret. Je reviendrai ensuite avec madame votre mère. Comme vous voudrez. Voilà. Oui. Avant que nous n'allions retrouver votre fille, madame Verneuil, je voudrais que vous me parliez un peu d'elle. Oui. Je sais déjà qu'elle a été victime d'un grave accident et qu'elle en est restée... Les médecins disent traumatisée. Oui. Oui, en fait, et quoiqu'elle ne soit nullement inconsciente, Martine vit un peu comme dans un rêve. Elle refuse tout ce qui pourrait la contrarier. Mais comme la mort de son mari, par exemple. Oui, en quelque sorte, oui. Autrement dit, et quoiqu'elle n'en ait pas l'air, c'est tout de même une grande malade. Bon, oui et non. Elle peut aller et venir, s'occuper de son ménage. On peut sans crainte la laisser seule. Elle n'a pas d'absence de mémoire. Elle ne fait rien d'excentrique. Pour qui ne la connaît pas, elle semble bizarre, évidemment, mais sans plus. Non, il faut parler avec elle pour bien se rendre compte. Mais serait-elle capable de voyager seule, par exemple? Oui, bien sûr. Elle le fait d'ailleurs chaque fois qu'elle vient me voir. Et pas plus tard qu'hier. Ah oui, c'est vrai, oui. Maintenant, pardonnez-moi une question peut-être indiscrète, mais comment se fait-il qu'après son accident, vous ne soyez pas venu vivre auprès d'elle? Ce c'eût été plus simple, non? Oui, mais Martine ne me l'a pas demandé.
Je dois dire que je n'y tenais pas moi-même. J'adore ma fille, mais j'aimais pas du tout mon gendre. Pourquoi? Oh, il m'a toujours déplu. J'ai supplié ma fille de ne pas l'épouser, mais elle en était folle. J'ai dû accepter. Si j'avais pas cédé, je l'aurais perdu, définitivement. Et après l'accident, lui en a-t-elle voulu? Est-ce qu'elle se sent diminuée? C'est difficile à dire, mais je ne pense pas, non. Elle est devenue très indolente, comme indifférente. Son mari pouvait la rabrouer, l'abandonner des jours entiers. Elle ne se plaignait jamais. Elle voit du monde? Elle a des amis? Non. Marc Corbin, l'associé de mon gendre, est la seule personne pour qui elle semble éprouver de la sympathie. J'ai même soupçonné certains jours d'aller parfois chercher son mari tout en espérant ne pas le trouver au garage. Et lui, Corbin, comment est-il avec elle? Oh, très gentil, très doux. On sent qu'il n'est pas simplement apitoyé, mais qu'il éprouve une sorte de tendresse pour elle. Oh non, j'irai pas jusqu'à prétendre qu'il est amoureux, mais enfin, il y a quelque chose. Vous le connaissez bien? Oh non, j'ai dû le rencontrer 2 ou 3 fois. Mais ça m'a suffi, je crois que c'est un garçon bien. Savez-vous que votre gendre avait une maîtresse et qu'il s'apprêtait à partir avec elle? Non. Mais vous ne m'étonnez pas. J'ai toujours pensé que ça finirait ainsi. Croyez-vous qu'il ait pu en parler à sa femme? Je veux dire, essayer de la préparer en quelque sorte? Certainement pas, il est bien trop lâche. Si ce que vous dites est vrai, et si son départ était imminent, il l'a certainement éloigné afin de se préparer tranquillement. Oui, sans doute, oui. Et à quelle heure votre fille est-elle arrivée chez vous hier matin? Je suis allée la chercher à Orléans au train de 10h20. Et depuis ce moment-là, elle ne vous a pas quitté? Mais pourquoi cette question? Vous pensez tout de même pas que... Non, rassurez-vous, toujours la routine. Bien de la gare, nous sommes allés directement chez moi où j'ai préparé le déjeuner. Vers 1h, Martine s'est couchée pour sa sieste, comme d'habitude, et à son réveil, nous avons fait une courte promenade. Le soir, nous avons regardé un peu la télévision, et puis nous sommes couchés vers 11h. Ce matin, nous revenions du marché, lorsque nous avons trouvé les gendarmes qui nous attendaient. Avez-vous une idée concernant ce meurtre, Madame Verneuil? Savez-vous si votre gendre avait des ennemis? Des ennemis? Je pense qu'il était homme à en avoir. Mais je suis forcément partial. Quant à savoir qui l'a tué, je vous avoue honnêtement que si je le savais, je ne vous le dirais pas. Mademoiselle Liliane Berton? C'est moi. Commissaire Dunois, police judiciaire. Ah. Je vois que ça n'a pas l'air de trop vous surprendre. Me permettez-vous d'entrer? Voici ma carte. Très bien. Entrez. Si vous voulez bien vous asseoir. Pas pour l'instant, je vous remercie. Eh bien là, je vous écoute, monsieur le commissaire. Non, si vous le permettez, c'est plutôt moi qui vais vous entendre. Parlez-moi un peu de monsieur Jacques Méret, voulez-vous? Pourquoi Jacques Méret? Oh, non, mademoiselle, non. Si vous prétendez que ce nom ne vous dit rien, nous allons perdre un temps fou. Non, je ne dis pas ça, mais... Mais? Dites-moi ce que vous voulez savoir. Posez-moi des questions franches et je vous répondrai de même. Bon, très bien. Vous étiez la maîtresse de Jacques Méret, lequel avait décidé de fuir sa femme et de s'installer au Brésil. Exact? Exact, oui. Vos places pour Rio de Janeiro étaient réservées pour avant-hier soir. Vous vous êtes rendu seul à Orly où M. Méret devait vous rejoindre, ce qu'il n'a malheureusement pas pu faire. Toujours exact? Oui. Bien. Peu désireuse de partir seule, vous avez donc rendu votre place et vous êtes rentré tranquillement chez vous, tout simplement. Tranquillement. Je suis revenu ici avec l'espoir que Jacques se manifesterait, oui. Et c'est tout. Et l'idée ne vous est pas venue d'aller voir jusque chez lui. J'ai passé la nuit à tourner en rond et au petit matin, je me suis endormie. Quand je me suis réveillée, je suis allée là-bas, mais la police y était déjà et j'ai appris le drame par les badauds. Alors, j'ai eu peur, je me suis affolée et je suis partie. Mais vous avez eu peur, oui.
On assassine l'homme que vous... Tiens, au fait, mademoiselle, est-ce que vous aimiez Jacques Méret? Puisque j'étais prête à partir avec lui. Oui, ce n'est pas forcément là une preuve d'amour, mais passons. On assassine l'homme avec qui vous alliez refaire votre vie, et votre première réaction est de vous enfuir. Mais de quoi aviez-vous peur, mademoiselle Berton? Est-ce que je sais? Des ennuis, de la police. Je viens de vous le dire, moi je me suis affolée. Bon, admettons. Admettons et parlons un peu d'argent, voulez-vous? D'argent? Oui, quand un homme choisit de refaire sa vie au Brésil, c'est rarement pour y travailler de ses mains, n'est-ce pas? Jacques Méret devait bien avoir un capital, non? Oh, il avait revendu sa part du garage, oui. 25 millions, m'a-t-il dit. Et où pensez-vous que soit cet argent actuellement? Oh, ça, je ne sais pas. Chez lui, je suppose. À moins... Oui? À moins qu'on ne l'ait tué pour le voler. Ah, le fait est que bien des crimes ont été commis pour moins que cela. Et votre supposition est des plus vraisemblables. Mais l'ennui, voyez-vous, à propos de cet argent, c'est que je ne vois guère que M. Corbin et vous-même pour avoir été au courant. Qu'en pensez-vous? Eh bien, je pense que j'avais raison d'avoir peur. Je n'ai pas tué Jacques Méret. Mais c'est tout de même moi que vous soupçonnez en premier. Eh bien, soupçonnez-moi tant que vous voudrez. Moi, je n'ai plus rien à vous dire. Monsieur Corbin est là? Dans le bureau, oui. Bon, merci. Tiens, mademoiselle Berton. Charmante surprise. Non, je vous en prie, c'est pas le moment de plaisanter. J'ai réussi à semer un policier qui me suivait, mais peut-être pas pour longtemps. Le commissaire Dunois? Non, lui, il est venu directement chez moi, mais peu importe. Voilà. J'ai une proposition à vous faire. Eh ben, allez-y. Vous tenez toujours à récupérer votre argent, je suppose. Cette question. Bon, eh ben alors je peux vous aider, mais à une condition. À une condition, vous vous chargez de la serviette et vous prenez tout sur vous. Quoi qu'il arrive, je ne l'aurais même jamais vu. Donc je ne m'étais pas trompé. C'est bien vous qui l'aviez prise. Quand j'ai découvert Jacques, en revenant d'Orly, oui. Elle était à côté de lui, près du fauteuil. Je suis allé la déposer à la consigne de la gare de l'Est. Elle y est toujours et il n'y manque pas un billet. Et maintenant? Si j'avoue l'avoir prise et que je donne ce ticket à la police, les 50 millions reviendront à la femme de Jacques. Non seulement vous perdrez la moitié qui vous appartient, mais il vous faudra encore expliquer pourquoi vous aviez versé le double de la somme. Au commissaire Dunois, je n'ai parlé que de 25 millions, comme vous me l'aviez demandé. Et vous me proposez quoi, exactement? Je vous donne le reçu de la consigne. Vous faites ce que vous voulez. Tout ce que je demande, moi, c'est de ne plus en entendre parler. Alors? Et vous ne croyez pas qu'il est peut-être un peu tard? Si vous êtes surveillé, je le suis certainement aussi. Mais quand on est prévenu, on peut tout de même leur échapper plus facilement. Vous ferez comme moi. C'est vite dit. Vous oubliez simplement que si le hasard s'en mêle et que l'on me retrouve avec cette serviette, je serai bon comme la romaine, moi. Mais... on me collera le meurtre avec le reste. Mais non, c'est impossible, puisque vous étiez en Suisse. Enfin, vous êtes bien allé là-bas, non? Oui, j'y suis allé. Bon, alors? Bon, c'est bon, donnez-moi le reçu. On verra bien. J'ai votre parole. Mais oui, vous l'avez. Seulement, ne vous faites pas trop d'illusions. Si quelqu'un de la police vous a vu entrer ici, elle ne vaudra pas grand-chose, ma parole. Entrez, monsieur Corbin, entrez. Les visiteurs qui viennent à l'APJ sans y avoir été invités sont toujours les bienvenus. Alors, qu'est-ce qui vous amène? Cette serviette, monsieur le commissaire. Elle contient les 25 millions que j'avais remis à Jacques Méret. Je l'ai retrouvée hier soir, tout à fait par hasard. Voyez-vous ça? Décidément, ce sacré hasard n'a pas fini de bien faire les choses.
Racontez-moi ça, voulez-vous? Hier soir, sur un siège de ma voiture, j'ai trouvé un ticket de consigne de la gare de l'Est. J'y suis allé par curiosité, et je suis tombé sur cette fameuse serviette. Tiens. Bon, à vrai dire, c'est assez simple. Tout de suite après que je lui ai versé l'argent, Méret m'a emprunté ma voiture. Il avait une course à faire. Pour une raison que j'ignore, il a dû déposer la serviette à la consigne et puis il aura perdu le ticket ou oublié, je sais pas, enfin. Ben, vous avez raison. C'est on ne peut plus simple. Et je ne vous garantis pas que le juge d'instruction se contentera de cette explication, mais on peut toujours essayer. Le juge d'instruction? Oui. Oui, figurez-vous que cet excellent homme est persuadé que vous avez tué votre associé. Quoi? Mais vous oubliez qu'à l'heure du crime, j'étais dans le train pour Zurich. Ah, pas tout à fait, monsieur Corbin, pas tout à fait. Le médecin légiste a situé le décès entre 18 et 20 heures. Mais il est bien évident que c'est là une estimation approximative. Si nous vous accordons une petite marge de 20 à 30 minutes, vous aviez tout juste le temps de commettre le meurtre et d'attraper votre train. C'est peut-être génial, mais ça n'explique pas pourquoi je vous rapporterai cette serviette. Cela pourrait vouloir dire que l'argent n'était pas votre vrai mobile. D'autre part, je vous ferai remarquer que si vous le rapportez ici, cet argent reviendra finalement à Madame Méret. Or, j'ai cru comprendre que vous aimiez beaucoup Madame Méret, monsieur Corbin. Je vous l'ai dit moi-même l'autre jour, si je ne m'abuse. Vous m'avez dit que vous aviez de la sympathie pour elle, c'est vrai. Mais si vous en étiez amoureux, et je crois que vous l'êtes, ça pourrait changer bien des choses. C'est complètement idiot. Vous oubliez que Martine est une malade. Une malade attachante, qui vous émeut, et que vous vous sentez capable de rendre heureuse, monsieur Corbin. Ce qui n'a rien de ridicule, et ce en quoi je vous comprends parfaitement. Mais qui vous a parlé de ça? Elle-même, involontairement, et sans bien s'en rendre compte. Et sa mère aussi. Alors? Alors quoi? Si j'étais amoureux de Martine, et si j'avais tué son mari pour me débarrasser de lui, j'avais pas besoin de voler cette serviette. Justement, monsieur Corbin. Il y a là quelque chose qui m'échappe. Mais je ne jurerai pas que vous l'ayez effectivement volé, cette serviette. Oh, je ne comprends rien à tout ça, monsieur le commissaire. Et oui, je vous ai dit que Marc Corbin me semblait quelque peu amoureux de ma fille, c'est vrai, mais certainement pas à ce point-là. D'ailleurs... Oui? On ne tue pas un rival qui s'apprête à vous laisser la place. C'était superflu et complètement stupide. Pas si Corbin tient à épouser votre fille, Madame Verneuil. On ne divorce pas d'un mari disparu. D'autre part, votre gendre s'en allait avec une petite fortune non négligeable. Non, c'est impossible. Impossible, Et ce n'est pas l'avis du juge d'instruction, en tout cas. Marc Corbin est retenu à vue au quai des Orfèvres et sera sans doute inculpé ce soir ou demain matin. Quoi, vous voulez dire qu'on pourrait le juger et le condamner sur de simples présomptions? Le jury décidera. Oh. Mais les charges seront plus lourdes que vous ne le croyez. Cette histoire de consigne et cet aller-retour en Suisse dont il ne veut rien dire ne joueront pas en sa faveur. Oui. Mais vous, monsieur le commissaire, est-ce que vous le croyez coupable? Mon avis ne compte pas, Madame Verneuil. Ce qui importe pour la justice, c'est que Corbin a eu le temps matériel de tuer et qu'il avait pour le faire 2 excellents mobiles, votre fille d'une part et l'argent de l'autre. Oui, argent qu'il a rapporté de son plein gré. Et s'il épousait votre fille, il le retrouverait. Oh, encore une fois, tout ça est insensé. Non, jusque-là, pas tellement, croyez-moi. Par contre, si nous admettons tout cela, alors là, c'est le comportement de la victime qui devient insensé. Comment ça? Réfléchissons un peu, voulez-vous. Votre gendre a été tué de face, avec son propre revolver, et alors qu'il était assis dans un fauteuil. S'il avait ouvert lui-même la porte à Corbin, qu'il croyait dans le train, n'oublions pas, il se serait certainement méfié. Oui. D'autre part, en admettant même que les clés aient été sur la porte, et que Corbin ait pu entrer par surprise. Alors là, c'est encore plus incroyable. Si quelqu'un fait irruption chez vous,
et veut s'emparer d'une arme qui est là, vous ne restez pas tranquillement dans votre fauteuil. Oui, non seulement vous avez raison, mais ce n'est pas tout, monsieur le commissaire. Car je ne pense pas qu'on ait jamais vu un homme préméditer un crime en comptant sur le revolver qu'il trouvera chez sa victime. Voilà. Ah. Nous y sommes. Quand on y réfléchit, on s'aperçoit que le comportement de la victime est peut-être plus étrange que tout le reste. Et alors là, on en vient à une autre hypothèse. Supposons par exemple que le meurtrier ait été dans la place avant sa victime. Eh bien, si votre agent l'a trouvé en entrant chez lui, quelqu'un devant qui il s'est finalement assis, c'est évidemment que ce visiteur ne lui faisait pas peur, non? C'est plus probable, oui. Mais alors, la porte n'ayant été ni forcée ni crochetée, force nous est d'en déduire que le visiteur possédait les clés de l'appartement. Or, vous me l'avez dit vous-même, il n'existe que 2 jeux de clés. Vous ne soupçonnez pas ma fille, n'est-ce pas? Non. Alors, dans ce cas, vous savez. Je sais qu'il faut à peine 1h30 pour venir de chez vous à Paris, Madame Verneuil. Et je sais aussi que la sieste de votre fille l'après-midi du drame s'est prolongée jusqu'à 8h du soir. Grâce à un somnifère que j'avais ajouté à sa tisane, oui. J'ai tué mon gendre, c'est vrai. Et je n'en éprouve même pas de véritable remords. Dieu sait pourtant que je n'étais pas venu le voir avec des idées de meurtre. Si je n'avais pas trouvé ce revolver à côté de ses bagages, rien ne serait peut-être arrivé. Pourquoi étiez-vous venu? Ma fille acceptait tout de lui. Mais en dépit des apparences, elle en souffrait. J'ai décidé que ça ne pouvait plus durer. Et je suis venue pour le lui dire. Comme je savais qu'il ne serait pas forcément là, j'ai pris les clés de ma fille. Continuez, je vous en prie. Il n'était pas là. Je suis entrée. J'ai vu les bagages à moitié faits et le revolver à côté. Je ne sais pas très bien pourquoi, mais la vue de cette arme m'a mise hors de moi. Je l'ai prise. Je suis allée m'asseoir et j'ai attendu. Longtemps? Pas assez pour que ça m'ait calmé, en tout cas. Quand il est arrivé, j'étais toujours dans le fauteuil. Et j'ai machinalement caché le revolver sous mon écharpe. En me voyant, il est d'abord resté interdit, puis il est parti d'un petit rire moqueur. Et il est venu s'installer tranquillement en face de moi. Alors, je sais pas très bien comment ça s'est fait, mais j'ai tiré. Il a eu soudain l'air stupéfait, sa tête est tombée en avant, et puis c'est tout. Il est mort, sans même un gémissement. Et puis? Je suis restée un long moment à Betty. Je me suis levée pour appeler la police. Ce n'est qu'en décrochant le téléphone que j'ai pensé à Martine, à ce qu'elle allait devenir. Puis j'ai soudain décidé de tenter la chance. Si on ne me découvrait pas, si personne n'était accusé à ma place, je me tairais. J'ai pensé encore qu'en laissant des clés sur la porte, on croirait peut-être à un crime crapuleux. J'ai donc mis celle de mon gendre et puis je suis repartie avec les miennes. Voilà. Voilà, c'est tout. Je suis navré, Madame Verneuil. J'aurais donné beaucoup pour ne pas découvrir la vérité. Et même, s'il n'y avait pas Monsieur Corbin, je la garderais volontiers pour moi. Oui, ne vous inquiétez pas, c'est très bien ainsi. Non. Voyez-vous, dans quelques jours, je serai à la retraite. Mais je me serais volontiers passé de ce succès final. Je vous demande pardon, madame. Vous allez m'arrêter tout de suite? Non. Je le devrais, mais peu importe. Combien de temps vous faut-il? Oh, assez peu. En prévision d'une arrestation possible, j'avais déjà contacté mon frère qui vit à Aix-en-Provence. Il est prêt à recevoir Martine. Et je sais qu'elle sera très bien là-bas.
Il me faudrait que le temps de la préparer un peu et de la conduire au train. Croyez-vous que vous parviendrez à faire en sorte qu'elle ne sache pas? J'espère, oui. Mon frère vit assez en retrait et Martine ne s'intéresse guère aux journaux. Alors avec un peu de chance, et si mon absence ne l'intrigue pas trop, elle ne sera peut-être pas avant longtemps. Je suis persuadé que cette absence ne sera pas très longue, vous savez. Votre gendre n'était pas un monsieur très intéressant. Il vous a provoqué par son cynisme et vous avez agi sans préméditation. Vous serez sans doute condamné à une peine de principe, mais vous obtiendrez certainement le sursis. Vous pouvez d'ailleurs compter largement sur mon témoignage. Merci. Vous êtes décidément un étrange policier, monsieur le commissaire. Comment vous remercier? En m'appelant Monsieur Dunois, tout simplement. Ça n'a l'air de rien, mais je vous assure que ça me fera un immense plaisir. Eh bien alors, merci, Monsieur Dunois.